Salut salut, bienvenue pour une nouvelle update lecture. Cette update lecture, si je dis pas de conneries, sort tout début novembre pour vous. Moi je le tourne, on est encore au mois d'octobre. Et il est enfin temps pour moi de commencer à vous parler des lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge qui a commencé le 1er septembre. Donc c'est ce que je vais faire, c'est pas du tout fait exprès, mais il se trouve que les 4 livres, je les ai lus début septembre, enfin au mois de septembre. Du coup voilà, dans la dernière update lecture, vous avez eu mes dernières lectures d'août et là ce sont les premières de septembre. J'ai pas du tout fait exprès, mais ça compte comme ça et c'est pas plus mal. Pour ceux qui auraient pas suivi, le Pumpkin ça se passe du 1er septembre au 30 novembre. C'est organisé par Guimaude. Je vous remettrai en barre d'informations ma palle pour le mois de septembre, ma palle pour le mois d'octobre en rapport avec le Pumpkin toujours et la vidéo présentation de Guimaude. Si vous débarquez, il vous reste un moins d'un mois pour participer, mais vous pouvez toujours essayer. Avant de vraiment commencer la petite lecture, j'ai ces 2 livres à vous montrer. Donc le premier que j'ai lu, c'est Elia la passeuse d'âme, le tome 2, Saison froide de Marie Vareille. Et le deuxième, c'est Les Textes, le tome 1, Mutagénèse de Mel 2.2. Ce sont des livres que j'ai lus en septembre, mais que je ne vous présenterai pas en update lecture, ni dans celui-ci, ni dans les prochains, parce que je vais faire des vidéos sur la saga. Donc j'ai déjà commencé celle d'Elia, puisque c'est le tome 2, et je vais commencer celle sur Les Textes. C'est une saga que je connaissais pas du tout, que j'ai découverte et que franchement j'ai adoré le tome 1. Donc je vais faire une vidéo sur la saga complète. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ce genre de vidéo, ça veut dire que à la fin du tome 1, je tourne un morceau de vidéo sur mon avis sur le tome 1. À la fin du tome 2, je tourne un morceau de vidéo sur le tome 2 et ainsi de suite. En général, je fais ça uniquement pour des trilogies. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et ensuite, je mets ça bout à bout et je poste la vidéo. J'en ai déjà fait plusieurs. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je crois que j'ai fait une playlist. Si jamais ça vous intéresse, sachez que ce sont des vidéos absolument sans spoil. Même pour le tome 3, je donne uniquement mon avis. En fait, je donne mon avis sur l'évolution de l'univers, l'évolution des personnages et mon évolution à moi personnelle au niveau de ce que j'en pense et de mon avis. Mais je spoile pas ce qui se passe dans les livres, même si parfois c'est compliqué. Et je fais ça pour des sagas que j'aime, évidemment. Je vois pas l'intérêt de faire ça pour des sagas que j'aime pas et que j'abandonne au bout du tome 1. Ça n'a pas d'intérêt, vous voyez. Donc voilà, c'est des livres que vraiment j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et le tome 3. Ce sera chose faite bientôt, je pense. Donc voilà, je les ai lus. Mais je vous en parlerai, je pense, pas avant début 2020, voire mi-2020 pour les tags sur la chaîne. Il est temps de commencer l'update lecture et on y va avec Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Et ça a été un échec total. Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Donc c'est un recueil de nouvelles, je ne le savais pas avant de le commencer. J'ai lu la première nouvelle et la moitié de la deuxième et voilà, franchement ça m'a saoulée. Premièrement, donc j'avais mes petites recherches après parce que je m'attendais à un texte abouti, je m'attendais à quelque chose de construit, quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment réfléchi. Et j'ai pas eu cette sensation-là quand j'ai lu les nouvelles et je me suis dit, mais c'est bizarre, comment il a pu écrire une saga et autant de livres sur un même personnage alors qu'au départ, franchement, c'était pas du tout intéressant et du tout bien fait, selon moi. Donc je me suis renseignée et en fait, c'était pas sa volonté à lui, à Maurice Leblanc. Donc il a écrit la première nouvelle, donc Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, pour un journal et en fait c'était juste censé être une histoire comme ça qu'il a écrite et qu'il voilà, il a publié et puis ça a tellement bien marché qu'en fait le journal lui a demandé de faire une suite. Sauf que vu la fin de la première nouvelle, il avait clairement pas prévu d'écrire une suite et ben en fait on l'y a poussé clairement et bah, il s'est démerdé pour écrire un truc mais tu sens que c'est pas vraiment ce qu'il voulait et que du coup ça part pas bien parce que c'est pas ce qu'il avait prévu en fait. C'est comme si un auteur écrivait un one shot et puis ensuite on lui dit bah écris une suite. Bah non en fait, j'ai pas imaginé la suite, j'ai pas prévu, j'ai pas anticipé la suite. Et bah si, tu te démerdes et du coup ça donne une suite bah, moins bien, ce qui est souvent le cas au cinéma aussi. Et là c'est le cas en fait. Et le truc qui m'a vraiment dérangé en plus de ça, c'est que je devine absolument tout quoi. Il n'y a aucun suspense, je devine tout. Voilà, tout ce qui se passe et tout ce qui... En fait, la révélation qui est censée être un truc genre tu te dis waouh, c'est pas possible et tout. Bah, c'est pas que je l'ai trouvé juste avant qu'on me la révèle, c'est que au moment où le truc que t'es pas censé comprendre se passe, moi j'ai compris en fait. Genre, il doit aller. Genre, il y a un vol qui est commis dans une maison et on t'explique bien par A plus B que ça peut pas être Arsène Lupin. Alors, déjà, tu te doutes que c'est forcément lui parce que c'est quand même la base du livre, mais je pense que tu es censé juste te douter que c'est lui. Moi, je savais que c'était lui et je savais exactement comment il avait fait. Ça n'a pas manqué hein, à la révélation, bah oui, c'est bien comme ça qu'il a fait en fait. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, je suis pas une grande fan de policiers, je suis pas une grande fan de thriller. J'en ai pas lu des masses dans ma vie. Les seuls policiers que j'ai lus, ce sont les Agatha Christie. Et puis j'ai lu 2-3 thrillers de Maxime Chatham et de Sir Cédric.
mais c'est tout en fait. J'ai pas une grosse culture au niveau thriller et policier, et pourtant, je devine tout en fait. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé, clairement. J'ai pas été très loin, hein. J'ai lu une nouvelle et demie, mais franchement, tout deviner constamment, y a aucun suspense pour moi. Du coup, il n'y a aucune recherche parce que je me dis qu'une novice comme moi est capable de deviner. Donc enfin, pour moi, c'est juste pas intéressant. Je lirai quand même d'autres livres sur Arsène Lupin de Maurice Leblanc, parce que je pense que les histoires, enfin j'espère que les histoires d'après seront plus construites, plus développées et plus recherchées. Mais là, j'ai pas pu en fait. Donc voilà, je lirai les autres livres de Arsène Lupin écrits par Maurice Leblanc, je l'ai déjà dit, je le répète. Mais celui-ci non en fait. Ça ne m'intéresse pas, ça ne... Tout ce que ça fait, c'est m'ennuyer et m'agacer parce que ce qu'il me raconte, je l'ai deviné 10 pages avant quoi. Voilà. On passe à quelque chose de beaucoup plus cool. La légende des quatre, le tome 2, le clan des tigres de Cassandra O'Donnell. J'ai adoré le tome 1, je vous retrouverai la lecture dans laquelle j'en ai parlé et je le mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Et pour ceux qui se poseraient la question, la seule raison qui fait que j'ai pas fait de vidéo sur la saga, c'est que les tomes 3 et 4 sont pas encore sortis. Donc du coup ça ferait que la vidéo sortirait dans à peu près 4 ans, ça n'aurait aucun intérêt. Donc j'en parle en dès lecture. Pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ne seraient pas au courant, dans le tome 1, on rencontre 4 ados issus des 4 clans, donc les serpents, les aigles, les tigres et les loups. Et on est dans une ambiance très particulière où tu sens qu'à la moindre étincelle, au moindre petit événement un peu bizarre et un peu pas cool, ça va partir en guerre, ça va partir en carnage total. Et on est avec des personnages qui essayent de prouver chacun à leur clan que c'est bien de vivre en cohésion bizarre comme ça, en mode peut-être la guerre elle va éclater à tout moment, mais ça serait mieux de vivre vraiment en communauté et vraiment en s'entendant bien, en alliance et en truc cool, tu vois. Sauf qu'évidemment, il y a des événements qui vont se passer et qui vont leur mettre des bâtons dans les roues et qui vont faire que les clans ne sont pas du tout d'accord avec ce que nos personnages, enfin les personnages qu'on suit, essayent de démontrer et de mettre en place. C'est très cool, vraiment j'adore. Dans ce tome 2, les personnages sont toujours aussi cool, toujours aussi intéressants. L'univers est génial. Ici, ça s'assombrit un peu. On rentre encore plus dans le vif du sujet au niveau de la guerre, au niveau des problèmes qui se passent, des trucs qu'il faut gérer. Voilà, j'ai adoré ce tome-là. Le seul truc majeur qui m'énerve au plus haut point, en fait, j'ai rien contre les triangles amoureux quand ils sont utiles à l'histoire. Là, il ne sert à rien. On a 4 personnages issus des 4 clans. Et on a 2 filles, 2 garçons. Et entre 2 garçons et une fille, ça va partir en triangle amoureux. Et franchement, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça n'apporte rien à l'histoire. Ça fait juste que me fatiguer. Voilà, je ne comprends pas ce choix de l'autrice. Je lui en veux au point que vous n'imaginez même pas. Vraiment, je trouve ça mais nul d'avoir fait ça et de continuer à faire ça. J'ai bon espoir que ça s'améliore dans les tomes d'après, mais je suis pas certaine en fait. En fait, tout va dépendre parce que en fait, il reste 2 tomes, donc le clan des serpents et le clan des aigles. Et selon quel choix elle va faire pour le tome 3, je vais pas vérifier c'était quoi le tome 3 encore, je sais même pas si on a l'info. Mais soit dans le tome 3, le triangle amoureux va s'intensifier et ça va être juste insupportable pour moi, soit on va s'en éloigner et ça sera hyper cool. Voilà, donc j'ai bon espoir qu'elle choisisse le bon clan, entre guillemets, au niveau du triangle amoureux pour moi. Mais je continuerai quand même la saga parce que j'aime tellement les personnages et j'aime tellement l'univers que j'accepte de supporter le triangle amoureux, même si c'est pas dingue. Voilà. Peut-être que si comme moi vous aimez pas les triangles amoureux, vous aimerez tellement l'univers que vous arriverez à passer outre. Et sachez que le triangle se met en place uniquement dans le tome 2, pas du tout dans le tome 1. Donc vous pouvez au moins essayer de voir ce que ça donne avec le tome 1 sans triangle amoureux. Bref, pour cette saga, j'écoute What I Like About You de Jonas Blue. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, petit rappel, pour chaque saga que je lis, j'écoute la même musique en boucle, de la première page du tome 1 à la dernière page du dernier tome que je lis. Voilà, c'est-à-dire que j'abandonne la saga ou que j'aille au bout, j'écoute la musique en boucle jusqu'à ce que j'arrête de lire, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai lu 4 fers au feu, le tome 4 du Women Murder Club, écrit par James Patterson, et pour celui-ci, Maxime Paetro. Donc dans le tome 1, on a rencontré une enquêtrice, une légiste, une journaliste et une procureure qui vont former ensemble le Women Murder Club et qui en gros se réunissent quand il y a une affaire de meurtre et enquête, et voilà, c'est un peu un brainstorming qu'elles font ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe et qui a tué. Ici c'est pas le cas. Ici au début du livre, Lindsay qui est donc le flic et le personnage principal qu'on suit,
va se retrouver accusée d'une faute grave et va du coup être en procès, hein, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. En gros, on porte plainte contre elle pour faute grave et nous, on va suivre ça, sa vie, comment elle est chamboulée. Du coup, on se doute bien, enfin, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'enquête, hein, puisqu'elle n'est pas en train d'enquêter, elle est en train d'essayer de prouver que c'est un bon flic et qu'elle n'a pas fait d'erreur. En parallèle, on a quand même une vague petite histoire d'enquête. En fait, elle rouvre une ancienne enquête, en gros. Mais à mon sens, c'est pas un thriller, hein. C'est plutôt la vie d'un policier. Mais c'est pas parce que tu es avec un policier que c'est un thriller, ou un policier même. Donc voilà, c'est un peu plus lent, j'ai trouvé ça moins intéressant. Mais comme c'est le tome 4 et que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et que j'aime beaucoup Lindsay et les personnages qui gravitent autour d'elle, je l'ai quand même lu. Ce qui m'a vraiment frustrée à la fin, c'est que donc elle rouvre une ancienne enquête et à la fin tout se précipite en fait. Pendant des pages et des pages et des pages, l'enquête n'avance pas, elle n'enquête pas vraiment, elle est prise par son procès, par sa vie, par ce qui se passe. Et d'un coup, en 10 pages, bim bam boum, elle enquête et elle résout le truc. J'étais là, mais pourquoi faire ça aussi rapidement? Pourquoi ne pas l'avoir plus étalé, plus... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop rapide, pas assez détaillé, trop facile en fait. Et c'est dommage. Bref, je suis en train de divaguer et de me perdre complètement. J'ai bien aimé, pour moi c'est pas mon. C'est le moins bien des 4 pour l'instant. Je lirai le tome 5 c'est sûr et je continuerai parce que j'aime beaucoup cette saga. Enfin je veux dire c'est pas James Patterson par hasard non plus, hein. Tout le monde connaît son nom même si t'as jamais lu de thriller de ta vie. Ou alors tu vis sur Mars. Mais bref, donc voilà, je lirai la suite. Maintenant, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le moins thriller de tous jusqu'à présent. Et c'est celui qui fait le moins peur. Donc du coup, si vous avez pas trop, si vous aimez pas trop les thrillers et que commencer une saga par le milieu ça vous dérange pas et que vous voulez découvrir James Patterson, et bien celui-ci c'est plutôt justicier en fait. On est plutôt du côté de la justice que du côté du thriller. Bref. Et on va finir sur de la douceur avec Paul Renard Vipère, le tome 2, Zora de Paul Ivoire. J'adore cette histoire vraiment. Pareil, pour peut-être que vous vous posez la question, la raison qui fait que j'ai pas fait de vidéo sur la saga, c'est que j'ai pas grand chose à dire sur chaque tome en fait, à part que c'est tout mignon, que c'est très cool, que les personnages sont top, que pour les enfants ça doit être génial, et que la morale et le message de ce livre-là et du livre d'avant sont juste top en fait. C'est juste génial d'apprendre ça aux enfants. Et je dis pas ça souvent sur les livres pour enfants parce qu'en général, j'aime pas l'espèce de carcan, de pensée dans lesquelles on essaye d'enfermer les enfants et les idées qu'on leur inculque. C'est un truc, enfin, il y a des idées avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais là j'aime bien la manière dont c'est fait, les choses qui sont mises en place et ce qu'on essaye d'apprendre et de montrer aux enfants. Bref, je divague. Pour ceux qui n'auraient pas suivi dans cette saga, on va rencontrer un poussin, un renardeau et un vipro issus de chacun des camps. Donc les camps sont ennemis évidemment parce que il y en a un qui peut bouffer l'autre, un qui peut piquer l'autre et un qui peut manger l'autre aussi. Donc on n'est pas sur un truc très sympathique. Et nos 3 personnages principaux donc, qui sont ici vont se rencontrer au début du tome 1 et contre toute attente et en opposition avec tout ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont nés, ils vont s'associer et devenir amis et comprendre que c'est pas non plus la fin du monde et qu'en fait aucun des deux ne bouffe l'autre, donc c'est déjà aucun des 3 ne bouffe l'autre, donc c'est quand même pas mal. Et on va les suivre dans nos aventures. On apprend aussi que on a des méchants dans chaque camp, certes, mais on a des gentils dans chaque camp aussi, et c'est très très cool. C'est un livre qui est illustré. Alors c'est en noir et blanc, mais moi je trouve ça très cool quand même. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà, on a des grandes illustrations comme ça et des plus petites comme ça aussi. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 pour terminer la saga. Je l'ai mis dans la page du mois de novembre pour le Pumpkin, toujours comme vous avez pu le voir si vous avez pris la peine de regarder ma dernière vidéo. Donc voilà, je vais la terminer très très prochainement et je la conseille à tout le monde, petits et grands. C'est le genre de livre qu'on peut lire à son enfant avant qu'il s'endorme. Franchement, c'est hyper cool. Vraiment, c'est... Et puis c'est encore une fois un livre jeunesse dans lequel l'auteur ne prend pas les enfants pour des débiles en fait. Et c'est très très cool en fait, vraiment. Voilà, j'adore cette histoire, j'adore Paul Ivoire, je lirai d'autres livres de lui, c'est sûr et certain. Et je recommande cette saga à tout le monde. En plus, même pour les petits lecteurs, pour les petits lecteurs dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que pour des lecteurs de 6-7 ans ou pour des lecteurs qui lisent un livre tous les 6 mois, c'est pas énorme comme page, tu vois, c'est illustré, ça s'écrit gros, ça se lit vite. Tu peux mettre un mois à le lire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est pas comme si tu te lançais dans un livre de 600 pages écrit minuscule. Là, c'est un livre qui fait moins de 200 pages, qui est écrit gros et qui est illustré. Donc t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le lire en fait. Donc lis-le, toi derrière ton écran là. Oui, je vous tutoie rarement.
Ah, j'avais envie de vous tutoyer. Voilà, mon update lecture est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.